Merci Paul Lou. Dans le prolongement, peut-être aussi rappeler la nécessité dans la crise actuelle d'une anticipation adaptative, avant d'essayer de définir les conditions de cette anticipation. Mais peut-être effectivement, ça l'a déjà été fait dans les présentations précédentes, mais je vais un petit peu insister là-dessus. Il s'agit de bien comprendre la nature de la crise pandémique dans laquelle nous sommes plongés pour montrer en quoi euh, les différentes conceptions d'anticipation auxquelles nous avons affaire doivent être l'objet d'une éthique. Euh, Nous sommes dans un moment de crise où les logiques d'ordonnancement du monde sont absentes. C'est-à-dire que les repères habituels, les cadres dans lesquels nous évoluons habituellement sont déstabilisés. On l'a vu avec le confinement et notamment avec les repères temporels qui ont été complètement bouleversés par effectivement le fait que plus de la moitié de la population mondiale se sont retrouvés du jour au lendemain enfermés chez eux. Donc, ce que nous disons ici, c'est qu'avec la crise pandémique telle que nous la vivons aujourd'hui, mais en fait c'est le cas avec beaucoup de crises, nous ne sommes plus dans le registre du probable, ou en tout cas nous ne pouvons plus être dans le registre du probable, mais précisément dans celui des possibles. Euh, Nous avons distingué, comme l'a dit Paul Lou, trois conceptions d'anticipation, qui sont en fait trois façons d'interagir avec le futur. L'anticipation prédictive interagit avec le futur sous le registre du probable, alors que l'anticipation adaptative interagit avec le futur sous le registre du possible. Et si vous voulez, pour vous donner une image, le probable est toujours plus petit que le possible. Et ce que nous voyons, c'est que la crise pandémique fait exploser le petit cercle du probable pour ouvrir des possibles qui sont complètement improbables ou qui ne sont pas probabilisables. Donc, première chose que je voudrais dire, c'est déjà que la nature de la crise elle-même nous invite à une anticipation qui n'est pas une anticipation de type prédictif, ou en tout cas qu'une anticipation prédictive ne suffit pas à penser notre rapport au futur dans un cas comme la crise pandémique. Alors, c'est pas nouveau, cette idée-là. Il y a déjà 20 ans, euh, les auteurs du traité des... voilà, excusez-moi. En fait, il y a déjà 20 ans, les auteurs du traité des nouveaux risques avaient déjà dit à peu près la même chose. Je les cite, les crises que nous vivons et que nous avons vécues ces dernières années nous font basculer dans l'inconcevable. Elles appellent des mutations dans nos approches du risque et de nos modes de gouvernance. Il devient nécessaire de penser ces questions non plus seulement à partir de nos savoirs et de nos équilibres, pour toujours repousser la frontière de l'incertitude, mais à partir de l'anticipation des discontinuités, des non-savoirs et de la surcomplexité. Fin de citation. Donc, ce livre, Le traité des nouveaux risques, donc, qui date de 20 ans, avait déjà pratiquement tout dit, dans le sens où il mettait déjà en lumière l'insuffisance d'une anticipation de type prédictive, qui est effectivement toujours une forme de continuité entre le futur, entre le présent et un ou plusieurs futurs probables. Alors que ce dont nous avons affaire, c'est des discontinuités, des bifurcations, bref, de l'imprédictibilité. Dans ce cadre-là, ce que ces auteurs ont dit déjà il y a 20 ans, c'est que le problème n'est pas de prévoir, n'est pas de prédire l'imprévisible, mais de s'entraîner à lui faire face. Ce qu'Antoine de Saint-Exupéry avait déjà dit sous la maxime, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est dans ce contexte-là que l'idée de l'anticipation adaptative a un sens, et où le concept d'adaptation est précisément au centre de cette façon de concevoir notre rapport au futur. Alors, comme l'a déjà esquissé Paul Lou, ce concept d'adaptation, il est polysémique. Polysémique, et en fait, il est l'objet d'un certain nombre de tensions, euh, notamment des tensions éthiques. Je voudrais ici contraster deux conceptions de l'adaptation, euh, qui sont deux conceptions de l'adaptation qui se rajoutent à celles que Paul Lou a décrites à partir du sociologue Pierre Bourdieu.
Ces deux conceptions, je les décris brièvement. La première, c'est une conception de l'adaptation comme injonction politique à se conformer. Alors ici, évidemment, qui prend appui sur ce que Bourdieu critiquait dans cette idée de mise en conformité par l'habitus. Donc, une première conception où l'adaptation est en fait une injonction à s'adapter, et qui est ici, où l'adaptabilité ici est une forme de malléabilité demandée, exigée des individus face à un environnement changeant. Et puis une deuxième conception qui est, elle, plutôt de l'ordre d'une capacité adaptative. Et cette capacité est une capacité à s'ajuster en expérimentant. Alors, je vais essayer de décrire brièvement ces deux conceptions de l'adaptation pour ensuite montrer que la deuxième conception est celle que nous adoptons, et c'est cette conception-là qui est à la base de l'anticipation adaptative, et puis je donnerai ensuite quelques conditions à cette anticipation adaptative. Alors, la première conception de l'adaptation comme injonction politique à se conformer est en fait issue d'une longue tradition, une longue tradition que l'on peut qu'une philosophe comme Barbara Stiegler situe dans la genèse du néolibéralisme, qui est en fait une injonction à la réadaptation permanente, c'est-à-dire à l'obligation qui est liée au problème de désajustement entre une intelligence humaine qui est considérée comme limitée et des besoins de l'économie notamment, des besoins d'une société mondialisée qui, elle, va beaucoup plus vite et fait que l'intelligence est toujours en retard, par exemple, face à un dispositif scientifique ou technique. Et donc, il y a un besoin, pour les besoins d'une économie mondialisée ou de la technoscience, le besoin que les individus, en fait, s'adaptent, se réajustent. Non seulement qu'ils s'adaptent à une situation nouvelle, mais qu'ils se réadaptent à une situation encore plus nouvelle à chaque fois. Donc l'idée ici est que cette réadaptation n'a pas de fin, que l'individu est toujours en retard, est toujours désajusté par rapport aux besoins de l'économie, par exemple, ou de la technoscience, et donc il y a un besoin qui se réadapte à ces besoins. Donc l'idée qui est mise en avant et que décrit très bien Barbara Stiegler dans son livre « Il faut s'adapter », 2019, donc avant la crise pandémique, c'est ici une mise hors circuit des intelligences. Et nous préciserons ensuite que cette mise hors circuit des intelligences est en fait une mise hors circuit d'un certain type d'intelligence, l'intelligence des situations ou l'intelligence collective, au profit d'une intelligence plutôt bureaucratique ou planificatrice qui devient hégémonique. Ce que dit aussi Barbara Stiegler, c'est que cette conception de l'adaptation est en fait le fondement anthropologique des disciplines, ce que Michel Foucault aussi a très bien montré. Le fondement anthropologique des disciplines dans le sens où il y a la discipline et le souhait que les hommes se réadaptent au mode d'existence des sociétés qui sont prises dans une économie mondialisée. Donc, ce règne des fins sur les moyens auxquels nous assistons avec cette conception de l'adaptation. Donc, il y a une sorte de lutte, pour ainsi dire, entre ceux qui sont en retard, qui doivent s'adapter, à ceux qui sont en avance. Ceux qui sont en avance, on peut appeler voilà, la classe éclairée, les sachants, les planificateurs, qui, eux, ont une longueur d'avance et qui demandent à ceux qui ont une intelligence limitée, située, de s'adapter au plan que eux mettent en place. Donc il y a cette conception assez forte de l'adaptation, où finalement il s'agit de s'adapter à quelque chose, mais quelque chose dont on ne maîtrise pas, c'est-à-dire de rentrer dans un cadre, de s'adapter à un cadre qui nous est extérieur. Alors face à cette conception de l'adaptabilité comme malléabilité, où on enjoint l'individu à être malléable face au changement de son environnement,
On peut opposer une autre conception de l'adaptation qui relève cette fois-ci d'une adaptabilité comme plasticité, ou je dirais comme ajustement écologique. C'est-à-dire écologique dans le sens ajustement qui prend en compte pas simplement le comportement des individus dans un environnement donné, mais qui prend en compte l'adaptation de l'individu et de l'environnement dans lequel il évolue de façon coévolutive. Donc l'ajustement écologique, c'est à la fois l'adaptation de l'individu et de l'environnement. Ce qui est une grande différence avec la première conception de l'adaptation, où l'environnement est fixe, finalisé et non dépendant de la capacité des individus à le modifier. Alors cette logique de l'adaptation, cette adaptabilité comme plasticité, elle a notamment été défendue par un philosophe comme John Dewey, mais plus globalement par philosophie pragmatiste américaine, mais pas que. Et ici, il s'agit en fait d'une aptitude à apprendre de l'expérience. L'idée ici de l'adaptabilité comme plasticité, c'est apprendre de l'expérience. C'est l'idée que l'on puisse agir sur le milieu tout autant que sur les processus. Donc, c'est une adaptation qui a une visée non pas de conformité à un cadre dont on n'a aucune maîtrise, mais une adaptation qui a une visée transformative dans le cadre d'une co-adaptation des individus et de leur milieu. Donc c'est cette conception de l'adaptation qui nous semble plus appropriée, comme a commencé à le décrire Paul Lou, pour une anticipation adaptative, puisqu'il s'agit ici effectivement de prendre au sérieux à la fois l'imprévisible d'une situation, mais aussi l'imprévisible de la réaction à cette situation imprévisible. Alors, on voit dans cette tension entre ces deux conceptions de l'adaptabilité, une qui est plutôt conservatrice, qui conserve les cadres et qui demande aux personnes sous le registre de l'injonction à s'adapter, et une autre qui est plutôt de l'ordre d'un ajustement écologique, une sorte d'apprentissage par l'expérience. On voit en fait naître un premier paradoxe, c'est que précisément l'injonction à l'adaptabilité comme conformité, mise en conformité, en fait, est un frein à l'anticipation. C'est un frein à l'anticipation, et notamment un frein à l'anticipation précisément adaptative. Pourquoi ? Parce que si on observe, par exemple, les politiques éducatives de ces 30 dernières années, qui ont toutes eu pour objectif de favoriser précisément cette idéologie de l'adaptabilité comme malléabilité, c'est-à-dire en favorisant la polyvalence, la flexibilité, compétences transverses, comme on dit, etc., pour faire face aux besoins d'un marché qui est lui-même, ou d'une économie qui est elle-même fluctuante, changeante, etc. En fait, ce que l'on a commencé à détruire, c'est précisément le métier, ou plus largement l'art de réaliser une tâche ou de concevoir un objet, art dans lequel se logent précisément les capacités d'adaptation. En tout cas, des capacités d'adaptation véritablement créatives. C'est parce que nous avons l'expérience, et parfois une expérience assez longue, de la réalisation d'une tâche, c'est parce que nous avons une connaissance précise d'un objet, par exemple, l'expérience d'une tâche ou la connaissance d'un objet, par exemple le soin, l'expérience d'une infirmière dans un service hospitalier. En un mot, parce que finalement nous maîtrisons un métier, que le dépassement de celui-ci est possible. C'est parce que nous maîtrisons une tâche que l'on peut jouer avec cette tâche. C'est parce que nous avons une connaissance précise d'un objet que nous pouvons l'ajuster à un contexte changeant et envisager des modes d'existence de cet objet différents. Bref, contre l'idéologie néolibérale, l'idée ici est plutôt de dire que l'adaptabilité demande de la stabilité, demande des repères, demande de reconnaître des compétences de métier, bref, demande une forme de sécurité et non pas ce flux permanent, cette flexibilité permanente qui est demandée aux individus.
Et on l'a vu dans le contexte de la crise pandémique, ce sont les acteurs pour lesquels les métiers sont bien ancrés, qui relevant d'une expérience, par exemple d'une expérience soignante bien appuyée, comme par exemple l'expérience infirmière, ce sont ces acteurs dont on a vu qu'ils étaient capables précisément de s'adapter à un changement d'environnement et de jouer précisément sur les coordonnées de cet environnement en même temps qu'ils en faisaient une expérience nouvelle. Donc, il y a véritablement ici un enjeu de bien s'entendre sur ce que l'on appelle l'adaptation. Voilà, donc ça c'est pour bien préciser que lorsque l'on parle d'anticipation adaptative, c'est de cette conception-là c'est de cette conception-là que l'on se réfère, à laquelle on se réfère, pardon. Alors, effectivement, pour terminer, je dirais que cette conception d'anticipation adaptative demande un certain nombre de conditions. Elle n'est pas effectivement quelque chose qui s'impose ou quelque chose qui se décrète, comme peut l'être par exemple l'injonction à l'adaptabilité comme mise en conformité. Alors, première condition essentielle, mais Paul Loup l'a déjà dit, il s'agit de se défaire effectivement du paradigme dominant de la prédiction. Parce qu'évidemment, si le paradigme anticipatoire dominant est la prédiction, alors les individus n'ont aucune marge de manœuvre, il s'agit simplement d'appliquer un plan, il s'agit de suivre une trajectoire dont on a décidé qu'elle était la plus probable, et dans ce cas-là, effectivement, l'anticipation adaptative n'a pas beaucoup de sens. Alors, une deuxième condition à l'anticipation adaptative, c'est de favoriser ce qu'on peut appeler le potentiel adaptatif des individus ou des collectifs d'individus ou des organisations. Favoriser le potentiel adaptatif, ça veut dire quoi? Alors, ici, il faut faire référence à une métaphore que l'on trouve que j'emprunte à la biologie, ou plus précisément à l'écologie, domaine dans lequel le potentiel adaptatif, par exemple, d'un écosystème est lié à sa diversité. En tout cas, la diversité est une condition indispensable à la capacité adaptative d'un écosystème, et notamment à sa stabilité face, par exemple, à une attaque, à une crise, comme par exemple un écosystème forestier qui devrait faire face à un incendie. Alors, dans le cadre des collectifs d'humains, la diversité, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une diversité épistémique, c'est-à-dire une diversité liée au savoir, à la nature de ces savoirs, par exemple aux méthodologies qu'on peut utiliser, au style de raisonnement que l'on peut mobiliser, au paradigme épistémologique dans lequel on s'inscrit. Ici, l'idée est de dire qu'un écosystème humain aura un potentiel adaptatif d'autant plus grand que sa diversité épistémique est grande. Et là, bon, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais il y a énormément de travaux qui l'ont montré et démontré. Mais c'est aussi le cas pour la diversité sociale ou la diversité culturelle. Bref, un écosystème pauvre, un écosystème homogène aura une capacité adaptative beaucoup moins importante qu'un écosystème diversifié. Donc, favoriser une anticipation adaptative, c'est-à-dire favoriser cet apprentissage face à l'imprévisible, demande de cultiver la diversité des collectifs. Ça, c'est lié aussi à une troisième condition qui est celle qui nécessite que le curseur entre le standard et le non-standard soit équilibré. Alors, je ne peux pas là non plus détailler, mais le standard, on mettra sous le standard tout ce qui est de l'ordre du protocole, de la règle, de la norme, qui a été définie dans un environnement donné, et tout ce qui est du non-standard, l'expérience, on va dire, infinie que font les individus dans un environnement donné. L'anticipation adaptative nécessite comme condition
le fait que le territoire du non-standard ne soit pas trop réduit. C'est-à-dire que le comportement ou l'action des individus ne soit pas trop pris dans la protocolisation ou la standardisation pour précisément laisser une marge d'œuvre aux potentialités créatives émergentes des situations avant que celles-ci ne soient capturées ou sclérosées par trop de contraintes standardisantes. Voilà, donc ça, c'est une troisième condition qui découle de la deuxième, c'est la nécessité que le curseur entre standard et non standard soit équilibré. Et on le voit aussi encore une fois, mais l'enquête qui est en train de mener Clément Tarantini dans le cadre de la NR Covid Ethics nous le montrera et nous le montrera, je pense, mais c'est précisément parce qu'il reste dans l'hôpital, dans les services, des zones de non-standard, bien qu'on puisse faire la critique qu'un service hospitalier comme un service, par exemple, de réanimation soit très standardisé. Mais on voit que c'est parce qu'il reste finalement des territoires non standards dans ces services que l'adaptation a été possible. Autre condition à une anticipation adaptative, c'est lié à l'intelligence et à la confiance que l'on peut faire, non plus seulement à l'intelligence des planificateurs, ou en tout cas de ceux qui décident des plans ou des trajectoires dans lesquelles on doit s'inscrire, mais l'intelligence des situations. Hein. Ici, l'idée, c'est de dire que les individus en situation, donc qui font l'expérience d'une situation, produisent de l'intelligence. Et donc, devons faire confiance à cette intelligence des situations et pas simplement à l'intelligence des plans ou des planificateurs. C'est très lié à une quatrième ou une cinquième, je ne sais plus, je suis un peu perdu, condition, qui est celle de redonner une place à l'expérience et notamment de favoriser le retour d'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup documenté entre les différentes crises pandémiques, l'absence de retour d'expérience, ou en tout cas l'absence d'une sorte on va dire, d'enrichissement des crises passées, hein, une sorte de culture des précédents, pour mieux se préparer aux crises à venir. Et ça nécessite de prendre d'une part au sérieux l'expérience, de les documenter, et par exemple par la mise en récit ou l'enquête ethnographique qui deviennent en fait des armes de préparation pour les crises futures. Donc ça vise finalement, cette place de l'expérience vise à ouvrir un champ de possibilités qui est invisible lorsque l'on est simplement dans le registre de la probabilité. Enfin, il me semble que cette anticipation active ne peut aller sans une forme d'anticipation projective, hein, comme on l'a nommé, qui doit être un moyen de fertiliser nos imaginaires. C'est-à-dire face à l'imprévisible, face à une crise qui est précisément non prédictible et dont les conséquences sont non prédictibles, l'idée ici, c'est de fertiliser nos imaginaires pour ouvrir en fait des possibilités qui n'avaient pas été prédites. Hein, c'est ce que Ernst Bloch dit dans Le principe espérance, où il parle de l'utopie en disant que l'utopie n'est pas la fuite vers l'irréel, c'est l'exploration des possibilités objectives du réel et le combat pour leur concrétisation. Léo? Voilà, donc... Ouais. Ah, pardon. Non, excuse-moi de te couper. En fait, je voulais juste faire un traitement égalitaire des intervenants et comme je m'étais permis de couper Pascal Crépé tout à l'heure. Ouais. D'accord. Voilà, c'était je termine, pour... je conclus. Donc j'avais encore deux phrases à dire. L'une des ressources, hein, donc pour un petit peu ramasser le propos, hein, l'une des ressources de l'anticipation, hein, c'est le message que l'on veut faire passer ce soir, et donc une ressource qui se loge donc dans la question de l'adaptation, dans ses capacités d'adaptation, mais une adaptation qui n'est pas comprise comme une docilité à l'ordre ou la soumission au cadre existant, mais comme une plasticité, une forme d'intelligence des situations, une forme d'apprentissage par l'expérience. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention.